Début de transmission, entre la Lune et la Terre. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, en février 2024, avec les invités de la saison 1, on est resté bloqué sur la Lune. On voulait juste prendre une photo et revenir. On peut plus redécoller. On travaille à la réparation du prototype, mais avec Pierre, on pense que c'est un pépin moteur. Dans la base de vie, on a de quoi tenir pendant un mois. Et avec Bruno, Aude, Serge, Martin, Pierre et Louis, on s'occupe comme on peut. Mais avec Louis, pour la saison 2, à distance, depuis la capsule, depuis la Lune, on va continuer d'interviewer 5 voironnés sur 5 sujets, pour comprendre le présent et imaginer le futur. Restez branchés. Fin de transmission. Bonjour Maude. Bonjour Antoine. Merci déjà pour cet entretien à distance. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors moi je suis Maude Changeur, gérante de l'agence Immobilière Changeur. C'est une agence familiale qui est installée sur Voiron depuis les années 80 par mes parents. Donc je baigne dans l'immobilier depuis mon enfance. Ma maman s'était en charge de l'entreprise sur la gestion de l'entreprise avec la partie juridique et financière, et mon père, lui, était en charge de la partie commerciale. Donc petite, en sortant de l'école Notre-Dame-des-Victoires à Voiron, je venais régulièrement décrocher le téléphone le soir pour accueillir les clients. Et puis je travaillais l'été pour prêter main forte au service location. Donc je me suis naturellement orientée vers des études de droit immobilier sur Lyon, avec plusieurs postes au fil des années dans la gestion locative et la location, dans des régies lyonnaises. Et puis un soir, en 2010, ma mère m'a annoncé qu'elle voulait arrêter, qu'elle voulait vendre son fonds de commerce. Elle avait été approchée par des groupes nationaux en vue d'un rachat. Et quand elle me l'a annoncé, ça a fait un effet d'électrochoc chez moi. Je connaissais en fait l'investissement de mes parents sur toutes ces années. Et pour moi, il n'était pas question de laisser partir une affaire familiale sur un groupe national. Donc, c'est pour moi, ça a été le début en fait de mon parcours entrepreneurial. Donc, depuis 2012, bien qu'on ait évolué, on tient à conserver cette qualité de proximité et ce côté familial dans notre exercice de la profession. Et je travaille d'ailleurs à ce jour avec mon époux, Philippe, qui est en charge du pôle transaction, tandis que moi, je gère l'entreprise et le pôle gestion. Donc, je n'ai pas du tout reproduit le schéma familial, mais un petit peu quand même sans le vouloir. Donc, effectivement, à l'heure où, à ce jour, il y a quand même beaucoup de groupes qui rachètent des agences indépendantes, nous, on est fiers de rester fidèles à nos racines familiales, de rester indépendants et d'être parmi les derniers indépendants historiques de Voiron. Super local. Alors Maude, même si vous avez commencé à le faire, est-ce que vous pourriez présenter vos activités professionnelles et notamment les champs d'action d'une agence immobilière et notamment de la vôtre ? Oui, alors on a à cœur d'exercer 2 métiers au sein de notre entreprise qui sont la gestion locative et la transaction. Donc pour rentrer un peu dans le détail des métiers, la gestion locative consiste à gérer les biens immobiliers pour le compte des propriétaires qui nous confient leurs biens. On intervient sur toutes les activités liées à la location et à la gestion, en immobilier d'habitation et aussi en immobilier d'entreprise, beaux professionnels, beaux commerciaux. En gestion, notre rôle vient de l'estimation du bien en vue de la mise en location, donc conseil aux propriétaires en vue de louer mieux et les aménagements éventuels qui pourraient être faits pour en fait générer le coup de cœur du candidat locataire. On va rechercher le locataire, donc on diffuse des annonces, on les rédige correctement, on réalise des visites, on sélectionne les potentiels locataires, vérification de la solvabilité au moment de la candidature jusqu'à l'acceptation du dossier. En lien avec notre garantie loyer impayé qui vient aussi à garantir les impayés de loyer, donc il y a une double vérification des dossiers. Après, on rédige les contrats de location, les baux. On fait attention bien sûr à inclure toutes les spécificités du logement et les caractéristiques juridiques éventuelles. On perçoit les loyers et les charges. Donc il faut suivre les paiements, réviser les loyers annuellement, gérer le pré-contentieux et le contentieux, résoudre les problématiques en cas de retour ou de défaut de paiement,
Donc là, en lien aussi avec notre garantie loyer impayé, mais pas que. On va gérer les relations avec les locataires au quotidien. Donc on est l'intermédiaire entre le locataire et le propriétaire. On est au milieu et le but pour nous, c'est de travailler avec le plus de neutralité possible, conseiller nos clients pour que derrière, les relations puissent se passer sereinement et correctement. Et du coup, ça peut être de la simple demande sur un élément de fonctionnement à des problématiques beaucoup plus importantes comme des nuisances, du respect du bail, voilà. On a l'aspect technique, la gestion technique du bien, les problématiques de travaux, les petites réparations, les travaux d'entretien, les travaux de rénovation, les sinistres en cas de dégâts des eaux ou autres, et les remises en état. Donc on s'assure que le bien reste en bon état tout au long de notre mandat et conforme aux normes de sécurité et de décence. Donc on accompagne nos propriétaires dans les évolutions du bien qui doivent être faites. Les grands enjeux du moment, là c'est le diagnostic de performance énergétique et du coup on sensibilise notre clientèle à investir, à faire des travaux pour que les logements puissent être améliorés sur l'aspect énergétique. Outre ces aspects-là, vous avez la gestion financière et comptable. Bien entendu, on fait un rapport à nos propriétaires chaque mois pour expliquer le suivi mensuel de la comptabilité. Et en fin d'année, une aide à la au moment de la déclaration fiscale, une aide à la déclaration pour distinguer les revenus, les dépenses et les sommes déductibles pour les propriétaires bailleurs. Donc l'accompagnement, il est vraiment complet jusqu'à la veille juridique, puisqu'on apporte des conseils, donc on l'a vu sur les DPE, mais pas que. Récemment, Voiron a été déclassifié, on est sorti de la zone tendue. Les locataires qui avaient des préavis de 1 mois, depuis 10 ans, on était en zone tendue, donc les locataires avaient le droit à un préavis réduit. C'est fini, donc sauf cas particulier, les préavis sont redevenus de 3 mois. Donc il y a eu un bouleversement, il a fallu informer nos propriétaires, également informer les locataires qui continuaient à nous envoyer des préavis de 1 mois. Voilà, donc c'est un métier qui est varié, qui est passionnant. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Et on se doit de l'exercer avec rigueur pour cadrer en fait les relations entre les locataires et les propriétaires pour que tout se déroule correctement. Anticiper les éventuelles problématiques. Voilà. Merci Maude. Alors c'est vrai que c'est important qu'on rentre dans le détail des missions. Donc là on était sur la partie gestion. Mais je crois que je vous ai coupé et que vous alliez parler de la partie transaction, je crois. Et donc la transaction immobilière, c'est ce qu'on appelle le métier d'agent immobilier. Donc il faut être porteur d'une carte professionnelle, ce qui est notre cas. Et ça consiste à faciliter l'achat, la vente et la location hors gestion des biens immobiliers. Donc notre agence comporte 2 négociateurs au sein de l'équipe, Philippe, mon époux, et Mélissa. Et ils interviennent dans toutes les étapes de la transaction. Donc comme pour la location, on intervient pour l'estimation du bien en vue de sa commercialisation. Donc dès le premier rendez-vous, il y a du conseil pour mettre en valeur le bien, choisir aussi bien sûr le bon prix. Le but c'est de vendre, c'est pas juste de commercialiser. On lance la commercialisation, donc on rédige une annonce, on met en valeur de biens. Dans la transaction, on s'accompagne de professionnels comme les photographes. On peut mettre en place aussi des vidéos. On met en évidence bien sûr les atouts et les caractéristiques du bien. On recherche l'acquéreur sur notre fichier clientèle et notre propre réseau, et aussi via les annonces qui sont bien sûr apporteurs de candidats acquéreurs. On renseigne, on sélectionne. Le but n'est pas de faire visiter pour faire visiter, c'est d'avoir des visites qui sont qualifiées. Donc on sélectionne le sérieux de la recherche et on veille à ce que la recherche du client corresponde au profil du bien qu'on propose. Si le bien correspond, bien sûr, on va entamer du coup une étape de négociation. Donc c'est recevoir les offres et c'est faciliter les relations entre l'acquéreur et le vendeur jusqu'à trouver un accord qui va convenir à tous. Tant sur le prix que sur les modalités juridiques des conditions de la vente. Il n'y a pas qu'une négociation du prix, il peut y avoir des négociations sur des enjeux d'urbanisme, sur des histoires de servitude, voilà, d'autres éléments qui peuvent intervenir dans une négociation. L'accompagnement juridique de la vente,
Donc, c'est aider les clients sur les aspects juridiques, administratifs, urbanisme aussi. Bon nombre de fois, on prend des biens à la vente et on s'aperçoit que le propriétaire n'avait pas déclaré son extension ou que le Velux n'avait pas fait l'objet d'une déclaration. Donc du coup, on profite de la transaction pour mettre à jour le dossier et accompagner nos clients pour cette mise à jour. Donc avec les demandes d'autorisation qui vont bien. Ça permet de sécuriser bien sûr l'acquéreur, lui, dans son acquisition aussi, et pas d'avoir de difficultés à ce sujet-là. Voilà, donc l'accompagnement juridique, administratif, les annexes, les diagnostics. Vous savez qu'il y a une grande liste de diagnostics qui doivent être produits au moment d'une vente ou d'une location. Donc on accompagne le client là-dessus. Et on va accompagner également sur la rédaction du compromis en lien avec les notaires. Et enfin, il y a un suivi entre la promesse et la transaction. On ne s'arrête pas juste au premier acte, puisqu'il peut y avoir besoin de revisiter, de conseiller sur éventuellement des entrepreneurs pour réaliser des travaux. Il y a un suivi de l'acquéreur sur les conditions de financement. Et à ce jour, je crois que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est que l'acquéreur soit solvable et finançable, qu'il dépose bien ses dossiers dans plusieurs banques au moment donné et qui a été prévu au contrat, au pré-contrat. Cet accompagnement-là, il est important et c'est notre rôle de suivi. On est là pour ça, pour que l'issue de la vente, elle soit positive, qu'il y ait le résultat. Et jusqu'à la dernière visite au jour de la transaction, on va faire les relevés de compteur, toute la visite technique, jusqu'à la remise des clés et l'accompagnement chez le notaire. Donc un rôle qui est multiple. Les transactionnaires sont souvent considérés comme des couteaux suisses de terrain et des filets de transaction, des filets de sécurité pour la transaction. Donc on a un but d'assurer en fait un service professionnel, rigoureux, pour que chacune des parties en fait, puisse atteindre ses objectifs. Merci Maude. C'est très clair, c'est très complet effectivement sur les deux aspects, sur les deux domaines d'activité, que ce soit effectivement la gestion ou la transaction. Alors avant qu'avec Louis, on voit avec vous le marché local du Pays Voironnais, les différents leviers de régulation des prix sur le territoire. On aimerait effectivement savoir, et vous avez commencé un peu à l'aborder, mais l'écosystème. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'écosystème de manière simple, l'écosystème qui entoure l'agence immobilière, et comment et à quel moment intervient l'agence immobilière ? C'est plutôt décrire les interlocuteurs sur toute la chaîne de l'écosystème. Nous, on vient interagir avec chacun de ces interlocuteurs. Donc les interlocuteurs, vous avez bien sûr le constructeur, le promoteur qui vient faire la construction. Et nous, en tant qu'agence immobilière, on peut être amené à commercialiser des biens dans le neuf sur plan, des ventes VFA. Vous avez les mairies, les communautés de communes qui délivrent les autorisations de construire, permis de réhabiliter. En location, il y a le permis de louer aussi. Autre interlocuteur aussi, c'est les banques. Donc nous, on travaille avec des courtiers, on peut être amené à accompagner notre clientèle là-dessus. Les particuliers, les entreprises, les sociétés civiles immobilières, ce sont en fait tous les interlocuteurs qui vont être là pour acheter et revendre. Les bailleurs sociaux sur le logement social, pour les personnes à revenus modestes. Les gestionnaires locatifs, donc ça c'est nous, notre travail. Syndic de copropriété, ça c'est un métier que je n'exerce pas au sein de l'agence, c'est un choix, mais c'est un métier qui est essentiel, c'est l'administration de toutes les parties collectives d'un bâtiment. Vous avez également les agents immobiliers sur le rôle d'intermédiaire dans les transactions, on l'a développé précédemment. Les assureurs, on l'a vu aussi, puisque vous avez les assurances sur les garanties loyers impayés, mais les assurances sur les biens tout court, s'il y a un incendie qui paye. Les artisans, les entrepreneurs ont un bien, au cours d'une vie d'un bien, il y a de la rénovation, il y a des travaux, il y a de la construction, il faut faire appel au BTP. Les diagnostiqueurs, puisqu'on établit les diagnostics en vue de la vente. Officiers ministériels, qui sont les notaires, puisqu'ils rédigent, ils produisent les actes, ils les sécurisent. En France, on a quand même un système qui est sécurisé et qui est sécurisant, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Les huissiers, il y a bien du recouvrement, notamment pour des loyers ou même sur des dettes de crédit. Les avocats, quand il y a du contentieux, il faut un avocat. Les institutions publiques qui donnent la réglementation,
Donc nous, en tant qu'agent immobilier, on peut être amené à interagir avec chacun de ces interlocuteurs. Et on se rend compte que finalement, c'est un écosystème qui est quand même très large, varié, et qui est porteur d'emploi. La tendance du gouvernement qui nous avait retiré d'ailleurs notre ministre, du logement depuis quelques années, on en a enfin retrouvé un cette année. En immobilier, on n'est pas forcément, le logement n'était pas mis en avant. Pourtant, on se rend compte que c'est une vraie économie et qu'il y a quand même du sujet. Merci Maude. Effectivement, ça paraît effectivement tentaculaire, et notamment avec des interlocuteurs qui sont variés, alors aussi bien dans le public que dans le privé, petite structure, grande structure, enfin en tout cas, effectivement ça a l'air d'être un métier très polyvalent. Effectivement, après avoir décrit l'écosystème qui existe autour de l'agence immobilière, avec Louis, on aimerait connaître votre avis. En tout cas, comment vous pourriez décrire le marché de l'immobilier sur le territoire, donc du Pays Voironnais, et comment fonctionne la régulation des prix sur le territoire? Alors déjà, si on parle un peu de Voiron, on peut dire qu'on est sur une commune qui est quand même très agréable à vivre au quotidien. On a énormément d'atouts. L'emplacement de Voiron est idéal. On est au pied des massifs de la Chartreuse et du Vercors. Donc pour les sportifs, c'est très bien. Pour les gens qui aiment l'environnement, c'est parfait. On est quand même à 2h30 en voiture des côtes méditerranéennes les plus proches. Donc pour un petit week-end prolongé, c'est aussi très bien. Pour les besoins culturels ou professionnels, on est à 2 heures de Lyon. Donc on est à 1 heure de Lyon en voiture, mais à 2 heures en TGV de Paris. Donc 2 heures, 3 heures en train. 1 heure de Lyon en voiture. Donc on a vraiment un emplacement qui est bon. Et en plus, la commune dispose de toutes les commodités qu'on pourrait avoir dans des grandes villes à disposition des habitants. On a du train, on a du bus, on a de l'autoroute, des supermarchés, des petits commerces de proximité qui sont très agréables, avec vraiment des commerçants qui sont dynamiques. On a du cinéma. Un marché qui est superbe 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. C'est un vrai plaisir de s'y promener. Les habitants se retrouvent. C'est agréable. Des infrastructures et des services qui sont très bien développés, avec des écoles, c'est indispensable. Un nouvel hôpital récent à Voiron qui est structurellement bien disposé. Des espaces verts qui sont soignés pour pouvoir se détendre. Un lac quand même pas très loin. Un centre sportif qui est quand même réputé sur la zone, sur le domaine de la Brunerie, des équipements culturels qui sont développés, et en plus avec des événements récurrents qui font vivre le dynamisme du Voiron. Vous avez les fêtes de la Chartreuse au printemps, le festival pyrotechnique, la biennale Tous Créateurs, on a l'édition cette année 2024, le festival du jazz. Donc Voiron, ça bouge, on y est bien, et c'est pas pour rien que d'ailleurs on a été élu comme la 2e ville en Isère où il faut bon vivre. Donc outre ce bien vivre local, on dispose quand même d'une économie aussi qui est dynamique. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre. On a des zones d'activité industrielles, commerciales et artisanales qui sont attractives, comme Centralpe à Moirans. Les zones commerciales, vous avez bien sûr la blanchisserie à Voiron, mais il y en a d'autres. On a la chance d'avoir sur nos terres des entreprises qui sont de renom et qui sont moteurs pour l'économie de l'emploi local. Cela génère forcément de l'impact en immobilier, ça génère des demandes de logement puisqu'on a des mutations, on a des migrations en fait de population. Et en plus, d'un point de vue purement immobilier, on a une offre de logement qui est diversifiée. Puisqu'on a des biens anciens dans l'hypercentre, mais on a aussi des constructions nouvelles ou récentes sur des quartiers qui sont en pleine dynamisation. À Voiron, vous avez le quartier Écodiversité, Rossignol, République. C'est deux quartiers qui se sont développés, qui se sont construits depuis les 10 dernières années, et avec encore des projets en cours. On a des secteurs beaucoup plus résidentiels dans la périphérie de Voiron, avec des lotissements, des villas individuelles, jusqu'à la propriété de caractère sur certains endroits. Donc en résumé, il fait bon de vivre à Voiron, il fait bon d'y travailler,
Et en plus, il est bon d'y investir. Donc venez à Voiron. La régulation des prix. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la détermination d'un prix d'un bien. Le premier facteur, c'est l'offre et la demande. Parce que si vous n'avez pas de demande, forcément, les prix vont baisser. Si par contre vous êtes sur un domaine ou un endroit qui est privilégié, sur lequel il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, forcément les prix vont grimper. Alors la tendance post-Covid, c'était de rechercher des maisons avec extérieur, appartements avec balcon ou terrasse. Donc sur cette typologie de biens, les prix ont flambé, vraiment, sur les années post-Covid et de façon déraisonnée. La crise actuelle qu'on subit en fait depuis l'année milieu 2023 jusqu'à maintenant, elle fait revenir finalement le marché à une réalité. Les acquéreurs sont plus raisonnables et en plus il y en a un peu moins forcément, et les vendeurs, eux, commencent à avoir le raisonnement de l'intégrer. Donc finalement, on est sur le même schéma que 2008-2009, où on a eu un marché qui a été un petit peu bloqué, puis qui petit à petit a repris parce que les acquéreurs ont commencé à comprendre que finalement, il fallait revenir sur des choses un peu plus raisonnables. Donc à ce jour, voilà, on a ce marché de l'offre et de la demande qui joue, et puis on a un autre critère aussi, mais on en parlera plus tard, c'est le critère du DPE, de la notation énergétique. Ça intervient maintenant sur les prix de façon importante, puisque un bien mal classifié n'intéresse plus, ou du moins va nécessiter des travaux. Donc il y a de plus en plus d'offres sur cette typologie de biens qui sont sur le marché, et les bailleurs qui ne peuvent pas rénover, eux, décident de mettre à la vente. Donc c'est un marché porteur pour de l'investissement locatif à ce jour. Encore faut-il que les investisseurs aient la possibilité de financer eux-mêmes, puisque les banques sont frileuses à financer du locatif à ce jour. En complément de l'offre et la demande, vous avez également le critère de l'emplacement. Ça va de soi, mais c'est la règle numéro 1 quand vous achetez en immobilier, c'est de vous dire, est-ce que l'emplacement est bon ? Voilà, les quartiers prisés, bien desservis par les transports en commun ou les transports individuels, qui sont proches des commodités, des services, vont forcément bénéficier de prix qui sont plus importants que sur des choses un peu plus excentrées. Pour Voiron, par exemple, en centre-ville, le secteur du Mail, c'est l'emplacement numéro 1 où il faut acheter, où vous pouvez acheter. Alors, le Mail et puis proximité immédiate. Pour la périphérie, des emplacements comme des villes comme Coublevis ou le Haut-de-Voiron à Criel, ce sont aussi des secteurs qui sont cotés, avec en plus de la vue, donc c'est des choses qui vont rentrer en compte dans les critères de recherche. Les caractéristiques propres au bien aussi vont avoir une influence sur le prix, ce qui est logique. La taille, la qualité des prestations, les annexes, caves, stationnement, extérieur. Voilà, donc l'état général du bien, est-ce qu'il a été rénové, est-ce qu'il a été entretenu, est-ce qu'on a un confort thermique qui est suffisant, est-ce que c'est fonctionnel, la qualité des matériaux qu'on a utilisés sur la construction ou sur sa rénovation, est-ce qu'on a encore des garanties qui sont en place, ça a été rénové, tiens, est-ce que j'ai encore une décennale sur ma toiture, voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont influencer sur un prix de transaction. Et en dernier lieu, il y a les tendances du marché. Donc là, on est en plein dedans, puisque crise il y a, notamment avec l'évolution des taux d'intérêt qui ont eu une forte hausse, l'inflation d'un point de vue général, les mesures d'incitation du gouvernement aussi, ça a une incidence. Donc ces éléments, ils impactent de manière en fait immédiate le pouvoir d'achat des acquéreurs. En 2023, on a assisté à une forte baisse du nombre de transactions parce qu'on a des taux d'intérêt qui ont flambé et que les banques ont mis les freins à financer les projets. Néanmoins, je tiens à le dire, Voiron est quand même privilégié par rapport à ce schéma qui est le schéma national. On reste quand même sur un secteur qui n'est pas touché quand même de plein fouet par la crise. On l'est, mais ça reste limité, contrairement peut-être à d'autres villes. Le dynamisme de la ville, de l'économie locale et notamment sur le monde de l'emploi fait que
Du coup, ces impacts-là, on les a peut-être avec un peu plus de prudence. Merci Maude pour ces explications. Alors en fait, effectivement, on a vu les domaines d'action de l'agence immobilière, on a vu aussi son écosystème, on a vu comment fonctionnait la régulation des prix, même si on pourrait rentrer dans le détail. Alors, on a vu que l'écosystème était très dense, parfois complexe, varié, très normé aussi, et qui tend, comme vous l'avez dit, aussi vers une normalisation qui va être de plus en plus forte. Et de l'autre côté, on a des nouveaux entrants qui rentrent, maintenant depuis quelques années. Je pense à Airbnb, sans le nommer, ou particulier à particulier. Donc en fait, ce qui est assez complexe, c'est que d'un côté, on a un marché qui est très régulé, et de l'autre côté, on a des nouveaux entrants qui arrivent avec des applications et qui arrivent à pénétrer le marché. Qui gagne ? Le nouvel entrant ou la structure ? En tout cas, quel est votre avis là-dessus ? On a effectivement un développement du PAP, du particulier à particulier, mais je pense que ça, c'est dans tous les domaines. Tout le monde pense, grâce à Internet, qu'on peut faire par soi-même les choses et qu'on va faire des économies en se passant d'un professionnel. Pareil, même dans la voiture automobile, vous avez des gens qui maintenant commandent leurs pièces sur Internet et qui vont aller remplacer pièces moteurs. On est tous, je pense, dans toutes les professions impactées par ce phénomène-là. Néanmoins, finalement, la lourdeur administrative et juridique de nos professions font que, quelque part, dès qu'on met un petit peu le nez dans le logement, dans l'immobilier, dans la réglementation, on se rend compte que c'est quand même lourd, avec beaucoup de nuances, et qu'il faut exercer avec prudence. Donc la complexification vient professionnaliser nos métiers. Et moi, je m'en porte pas plus mal, quoi. Je trouve que c'est pas plus mal. Donc, exemple local, à Voiron, vous avez maintenant le permis de louer qui a été instauré sur l'hypercentre-ville de Voiron et sur certaines rues définies. Le particulier qui va mettre son annonce en ligne va peut-être pas faire sa demande de permis de louer. Par contre, il y a de la veille réglementaire du Pays voironnais sur les publications et sur les annonces qui se font. Et du coup, il y a un risque d'amende jusqu'à une annulation du contrat. Donc les conséquences et les enjeux, ils sont quand même importants à ce niveau-là. Donc nous, en tant que professionnels, on accompagne nos clients là-dessus jusqu'à la gestion locative avec le permis de louer, par exemple. C'est quelque chose sur lequel on pratique et on est en lien avec les acteurs du Pays voironnais pour avoir les autorisations. Alors très souvent d'ailleurs, en tant que professionnel, on a plus facilement nos autorisations qu'un particulier parce qu'ils savent qu'on est rigoureux dans notre suivi des biens sur les règles de décence. D'accord. C'est vrai qu'il y a quelques abus des fois en location directe. Alors, ce qui nous intéresse avec Louis, c'est d'avoir aussi cette idée de projection et notamment connaître avec vous, selon vous, les prochains enjeux futurs dans le monde de l'immobilier. Alors, on pense à la nouvelle technologie, aux nouvelles technologies. Est-ce que pour vous, c'est un virage que devra prendre l'immobilier, entre autres, et selon vous, quels sont les autres enjeux que devra affronter le monde de l'immobilier dans le futur ? Il faut savoir prendre le virage parce qu'il n'y a pas le choix. Et on vise toujours à améliorer, en fait, c'est au service de la transaction, bien sûr, immobilière quelle qu'elle soit, mais c'est améliorer l'expérience client. Et autres grands enjeux, vous avez aussi le développement durable. On en a parlé, les enjeux de demain, c'est l'environnement, c'est la rénovation énergétique, c'est savoir accompagner notre client sur les enjeux environnementaux, adapter l'existant à la rénovation énergétique. Sur l'hypercentre, vous avez des bâtiments anciens qui ne sont pas forcément bien isolés, qui ne sont pas forcément aménagés. Alors, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi l'aspect fonctionnel, notamment pour les gens veulent un ascenseur, il n'y a pas d'ascenseur. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler avec les acteurs du bâtiment et même les communes pour pouvoir l'impulser. Et c'est déjà dans les enjeux, quand vous regardez le PLH
2025-2031, si je ne me trompe pas au niveau des dates, on est déjà sur de la rénovation du cœur de ville. C'est pour ça d'ailleurs que le permis de louer a été mis en œuvre, parce qu'il y avait trop de choses qui se louaient sans avoir ces éléments-là. Après, il y a un développement de la location aussi, parce que la propriété coûte cher, taxes foncières, elles ont augmenté, ça devient toujours de plus en plus lourd. Les coûts de rénovation, de fonctionnement d'un bâtiment, forcément, c'est important. Et puis, on a la mobilité de la population. Donc finalement, je me recompose. Je ne vais pas forcément acheter tout de suite. Je vais passer par l'intermédiaire, par l'étape location. Voilà, j'arrive sur un nouveau poste parce que j'ai décidé de changer de métier. Pareil, je ne vais pas forcément acheter tout de suite, je vais me poser d'abord sur de la location. Donc on a ce phénomène-là quand même de savoir s'adapter à la location, qui est quand même une demande de plus en plus fréquente, avec une hausse des demandes sur le meublé aussi. Les gens sont moins matérialistes. Moins d'attachement au matériel, à la commode de la grand-mère, non, c'est... Voilà, Donc finalement, si j'arrive et que j'ai juste installé mes affaires personnelles, ça me va bien aussi. Donc on a ce phénomène-là. Mais voilà, plus de mobilité, des fréquences de location qui sont plus courtes, avec des enjeux juridiques et des contraintes financières aussi pour les bailleurs de l'autre côté. Donc c'est pas le modèle économique idéal, mais c'est aussi, c'est une façon de diversifier aussi le besoin et l'offre qui peut être proposée. Et l'environnement familial est moins stable aussi, hein, il y a plus de séparation, plus de recomposition. Donc plus de transactions qui se font avec des besoins qui sont différents. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte sur comment on pourrait évoluer dans les années à venir. Et puis l'évolution démographique, la mobilité bien sûr, mais aussi le vieillissement de la population. On le constate aussi à Voiron. On a beaucoup de personnes qui recherchent de l'appartement, dernier étage, avec la terrasse, puisqu'ils quittent les maisons pour pouvoir être en centre-ville avec de la commodité, mais du coup, ils veulent conserver un petit extérieur ou un grand extérieur, leur vue, si possible, qu'on a beaucoup de demandes sur de l'attique dernier étage, sauf que vous ne pouvez pas, voilà, toutes nos offres ne sont pas du dernier étage avec terrasse. Donc il faut aussi s'adapter à ça. Oui, bien sûr. Alors, avec Nicolas, il y a 2 semaines, on a parlé d'entrepreneuriat et notamment de la désacralisation du CDI. Alors, comme on a pu le comprendre avec Louis, le marché de l'immobilier, en tout cas le système de l'immobilier, est très complexe, non pas compliqué parce qu'il est très normé, mais réagit aux nouveaux entrants. Donc il y a un cadre qui est assez structuré, qui est assez fort. Alors, les nouveaux entrants, comme Airbnb ou le particulier à particulier, il y a une réaction du marché, alors avec un temps, mais en tout cas qui régule, qui met des barrières aux nouveaux entrants. Je pense au permis de louer, par exemple. Alors, cette tendance à l'entrepreneuriat, est-ce que, dans un premier temps, selon vous, c'est structurel ou conjoncturel ? Est-ce que c'est qu'une tendance ? Et si c'est structurel, comment va réagir le cadre ? Comment va réagir effectivement le marché de l'immobilier par rapport à ça ? À savoir, comment obtenir un équilibre entre mobilité ou instabilité de l'emploi, sans parler de précarité, mais en tout cas instabilité de l'emploi et accès à la propriété, notamment par rapport aux banques et par rapport au financement. Quel est votre avis là-dessus ? On a une vraie migration de société sur la notion de l'emploi et sur les besoins de chacun. Par contre, à mon sens, le modèle économique tel qu'il est fait à ce jour, donc vous l'avez dit, par rapport aux banques, fait qu'on n'est pas encore prêt à faire évoluer. Vous achetez pas à ce jour si vous n'avez pas votre CDI, si vous n'avez pas une certaine stabilité. L'entrepreneuriat qui s'est développé aussi, c'est bien, mais il faut un historique. Donc je suis pas sûre que la tendance sociale qui est je bouge plus, je refuse du CDI parce que je veux pas être tenue,
soit l'avenir en tout cas sur le modèle économique au niveau de l'achat. Les banques vont toujours continuer à réglementer et à sécuriser les transactions. Et sur le locatif, c'est pareil. Nous, on ne va pas louer si derrière, on n'a pas les garanties pour pouvoir payer et garantir le loyer. Donc au final, cette tendance-là, elle va créer de l'insécurité pour le candidat, acquéreur ou locataire. Et finalement, peut-être que ça va s'autoréguler naturellement et on va en revenir à des schémas plus traditionnels quand on va on va être au pied du mur en disant bah non, je peux pas me loger. Si je peux pas me loger, je peux pas derrière m'investir dans le reste. Par contre, il y aura peut-être une évolution des mentalités au niveau des employeurs. C'est peut-être à l'employeur de changer sa façon de raisonner et de savoir s'adapter aux besoins des salariés sur leurs besoins de temps libre pour les loisirs ou sur les semaines à 4 jours au lieu de 5. Voilà. Donc le CDI va peut-être évoluer, lui, différemment. Il y aura peut-être plus de flexibilité de l'employeur. Mais en tout cas, le modèle du CDI et de la sécurité de l'emploi, à mon avis, ne changera pas. Et aussi, ce qui se développe beaucoup, c'est les salariés qui prennent des parts dans l'entreprise, en fait, qui vont aller faire évoluer l'entreprise. Donc le patron, au sens hiérarchique ancien, ça n'existe plus, quoi. On est vraiment sur un projet d'économie collective où on avance tous et on fait évoluer la société. Donc peut-être qu'il y aura quand même une partie de la population qui sera un peu plus investie sur son lieu de travail. Hein, c'est pas... Oui, bien sûr. Et Nicolas parlait effectivement aussi d'entrepreneuriat. Donc ça permettrait effectivement d'avoir toujours cette petite flamme d'entrepreneur pour certains et de garder effectivement une sécurité de l'emploi. Alors je vais tenter de résumer la question de Nicolas qui portait sur la notion de propriété. Alors si dans le futur effectivement l'entrepreneuriat devient structurel, mais qu'on veut garder effectivement cette notion de propriété, si j'ai bien compris, quand on est propriétaire d'un appartement, on n'est pas propriétaire de l'immeuble. Mais quand on est propriétaire d'une maison, généralement on est propriétaire du terrain. Est-ce qu'on peut trouver l'entre-deux, c'est-à-dire, notamment avec une structure modulaire, être propriétaire d'une structure, ou d'une maison, en tout cas d'un habitat différent, sur un terrain qui ne nous appartient pas? En clair, alors que ça existe déjà, mais est-ce que, selon vous, c'est une solution qui serait durable dans le temps? En clair, c'est comme un escargot dans un jardin, il est propriétaire de sa coquille, mais il n'est pas propriétaire du terrain. Enfin, en tout cas, du jardin. Est-ce que, administrativement, ça peut le faire dans le futur? Et aussi, quel type d'habitat, selon vous, peut être habité, j'allais dire? Ça existe déjà avec les baux amphithéotiques. Alors, c'est pas du modulaire. Là, on est sur un schéma plus... Ça fait très longtemps que ça existe. Hein. On est sur un schéma plus traditionnel. Mais à Lyon, par exemple, vous avez une bonne partie... alors, c'est sur la presqu'île, des terrains qui appartiennent aux hospices civils de Lyon. Et les constructions ont été érigées dessus. Donc, les copropriétaires sont propriétaires de leur partie privative et partie commune, mais pas du terrain. Et ils payent une redevance... Donc ils louent en fait le terrain. Alors c'est un loyer modique. Ce sont des durées de baux qui sont longs, c'est entre 19 et 99 ans. Et moyennant redevance, la propriété est acquise entre guillemets sur la partie construction. Mais le terrain en fait n'appartient pas aux copropriétaires. C'est un loyer. Alors il se renouvelle, hein, c'est parce qu'il y aurait une possibilité de reprise en fin de bail amphithéotique, mais on le voit pas. Mais c'est toute une économie particulière qui se fait sur certains schémas. Après, sur le modulaire, oui, ça pourrait s'adapter sur un... Plus on le voit de plus en plus, vous avez des constructions à faible coût qui se développent. Donc oui, la tiny house, là, c'est la mobilité hein, de votre habitat. Vous avez aussi des constructions à faible
à faible coût, comme les petites maisons dites troglodytes. Vous savez, ces petites maisons qui se construisent avec des matériaux recyclés, maisons de hobbits. Voilà, enfin, il y a des nouveaux modèles, des nouveaux schémas qui peuvent se présenter. Après, en France, on est quand même très attaché à notre modèle traditionnel et je ne sais pas si voilà, c'est quelque chose sur lequel on va arriver à faire bouger autant les mentalités que la réglementation, parce que vous pouvez pas en fait mettre une tin house sur n'importe quel terrain comme ça si d'un point de vue local vous avez une réglementation qui l'interdit, vous pouvez pas le faire. Aussi, c'est la propriété partagée, hein, qui se développe et on a, nous, alors dans notre clientèle, ça a déjà plusieurs fois qu'on a des personnes qui sont des gens qui se connaissent, par exemple deux femmes qui sont amies, voilà, qui décident en fait de faire de la colocation, mais pas de la colocation, mais de la copropriété sur un achat. Donc qui recherchent la maison, qui aurait l'opportunité de pouvoir être divisée avec 2 accès, pour pouvoir en fait mutualiser, partager les coûts. Alors vous avez abordé la notion de copropriété. On reçoit dans 2 semaines Benjamin Arnault, et avec lui on va parler de mobilité, et notamment de comobilité, parce que alors, il développe des réseaux de covoiturage locaux. Et à ce propos, est-ce que vous auriez une question à lui poser, alors sur la mobilité en général ou sur la mobilité du futur, par exemple? Bon, déjà, il faut qu'ils viennent nous voir, hein, parce qu'il y a du partenariat à mettre en place. mais non, peut-être si on veut vraiment se projeter dans les idées futuristes, quels seraient pour lui les modes de transport qui pourraient être amenés à se développer dans le futur? Eh bien, on lui posera la question. Alors avec lui, on va aborder énormément de thématiques, mais effectivement, c'est important et on lui posera la question. En tout cas, merci. Merci Maude pour cette super conversation. Et comme vous le savez, on est sur la Lune. Alors en tout cas, si on va acheter du foncier sur la Lune, on vous tiendra au courant. Merci, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir parler de mon métier passion. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir.